Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires de l'Institut Jacques Delors où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons la question du retour de l'inflation en Europe. En effet, l'inflation a été constatée à la hausse dans la zone euro depuis septembre. La hausse des prix de l'énergie, des matières premières et les problèmes d'approvisionnement en sont autant de raisons et menacent la reprise de la croissance. Cette augmentation de l'inflation menace aussi le pouvoir d'achat des ménages, ce qui accentue les pressions pour que les gouvernements prennent de nouvelles mesures de compensation. Nous sommes heureux d'accueillir Pierre Jaillet, chercheur associé en politique monétaire à l'Institut Jacques Delors, chercheur associé à l'IRIS et ancien directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France. Il décryptera pour nous ces enjeux et ce qu'ils impliquent pour les économies européennes. Avant de céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions à notre intervenant que je relayerai dans la seconde partie de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon Euroquestions et Pierre, je vous passe la parole. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, on va parler d'inflation. C'est un sujet qui était passé sous le boisseau depuis 10 voire 20 ans. On parlait plutôt de désinflation. On a même eu des risques de déflation. Et aujourd'hui, donc, on a un choc d'inflation. Et ce choc est un choc d'inflation global, comme vous pouvez le voir sur le premier graphique, qui est tiré des perspectives et économique de l'OCDE. Ce tableau n'est pas forcément lisible. Retenez une chose, c'est que pratiquement toute la zone rouge correspond à des pays où les estimations d'inflation ont été révisées à la hausse, et même assez sensiblement à la hausse par rapport aux prévisions de juin 1921. Donc, par rapport à ces prévisions de juin, entre juin et octobre, il y a eu une prise en compte de ce choc d'inflation qui est assez important. Alors, faut-il relativiser à certains égards ce choc? Et là, j'aurai 3 illustrations qui peuvent éventuellement suggérer qu'il faut le relativiser. Le premier, c'est qu'il y a un effet d'optique, comme je le montre ce graphique, lorsque on considère les glissements annuels, c'est-à-dire la situation actuelle par rapport à la situation il y a un an. Or, il y a un an, il y a eu une forte chute de l'inflation liée à la crise Covid, ce qui fait que si on compare la situation du même mois de l'année précédente par rapport au mois de 2021, on va avoir une évolution très, très heurtée. Et donc, si on regarde en revanche, c'est la ligne rouge, le glissement sur 2 ans, ça lisse un petit peu. Premier point. Deuxième point, et là, je prendrai une perspective très, très, très longue. Et c'est un chiffre c'est un graphique, pardon, qui est tiré du Council of Economic Advisors et qui fait une description des chocs d'inflation depuis la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir qu'on a eu différents épisodes d'inflation, voire d'hyperinflation, ou de presque hyperinflation. D'abord la guerre de Corée, et puis la fin des années 60, donc la fin des 30 glorieuses, les 2 chocs pétroliers, l'invasion d'Irak, etc. Et donc, quand on regarde l'inflation actuelle aux alentours de 5%, elle est importante, certes, mais finalement pas si importante que ça par rapport à ces chocs majeurs enregistrés dans le passé. Et enfin, je terminerai dans ce petit chapitre sur faut-il ou non relativiser le choc d'inflation sur la zone euro. Vous savez que la zone euro, maintenant, elle a plus de 20 ans. La BCE, l'Eurosystème, était en charge d'un objectif qui était de l'ordre de 2% pour la stabilité des prix, plus précisément inférieur mais proche de 2%. Et depuis la dernière revue stratégique de la Banque centrale européenne, il y a une petite marge puisque c'est une inflation autour de 2%. Et ce que l'on observe ici, c'est que lorsqu'on regarde les lignes jaunes, l'inflation sous-jacente était en moyenne entre 1999 et 2012 de 1,53, de 2013 à 2019 de 0,98 et de 2020 à 2021 de 0,89. Donc en fait, l'inflation n'a jamais, d'une certaine manière, atteint l'objectif de 2%. Et le mouvement que l'on observe actuel, avec une inflation qui est peut-être temporairement, peut-être pas, supérieure à 2%, d'une certaine manière, correspond à un certain retour à la normale. Moyennant quoi, on est bien en face d'un choc très spécifique, original, et la question, effectivement, c'est de savoir, une question clé,
c'est de savoir si c'est un choc transitoire. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on se trouve dans une situation où il y a un conflit frontal entre, d'une part, un choc de demande positif, puisque la demande est très forte et la reprise économique est très forte à la suite de la pandémie. Et cette pandémie est un choc exogène qui est a priori moins durable que des chocs de type crise financière, grande crise financière de 2008-2009, etc. Et d'un côté, de l'autre côté, on a un choc d'offres négatif, puisqu'on a des pénuries de matières premières, ou en tout cas une forte hausse des matières premières, et même un certain nombre de pénuries de semi-conducteurs, par exemple, ou d'autres consommations intermédiaires qui poussent violemment les prix à la hausse. Et ce que montre le graphique, notamment celui de gauche, où les prix des matières premières et le prix au comptant du fret maritime se sont quasiment envolés. Dans le cas du fret maritime, c'est une multiplication par 5. Dans le cas du pétrole, c'est une hausse de 40%. Là aussi, et sans vouloir trop relativiser cette hausse du pétrole, je rappelle seulement qu'entre 2012 et 2015, le baril du pétrole, qui est actuellement aux alentours de 75 ou 80 $, était de 120 $. Et ça n'a pas d'ailleurs généré une forte hausse de l'inflation. Ce choc se traduit également par des tensions très importantes sur l'échelle mondiale d'approvisionnement et les prix du commerce international, à la fois sur les hausses des prix à l'exportation et sur les hausses des prix à l'importation. Et donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un choc très important. Est-il transitoire? Alors, il y a un certain nombre d'analyses et d'organismes qui pensent effectivement que c'est un choc transitoire. D'abord parce que, d'une certaine manière, il semble que sur certains produits, notamment le bois, les métaux non ferreux, peut-être même le pétrole, le fret maritime, on est atteint le point haut et qu'on commence à observer une certaine décrue. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde les prévisions de l'OCDE, le FMI et d'autres organismes, y compris le Consensus Forecast, qui est la réunion de l'ensemble prévisionniste public et privé par le monde, le consensus est plutôt que l'on revient à la normale à partir, disons, de la mi-2022, ce qui est plutôt rassurant. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera un choc d'inflation transitoire, mais qui ne se traduirait pas par un nouveau régime structurel de hausse de l'inflation. Les déclarations de la Fed et de la BCE, vous me direz qu'elles sont un peu payées pour le faire, sont également relativement rassurantes. Quoique la Fed, dans ses derniers discours, je pense en particulier à celui du président Jérôme Powell ou à celle de Richard Clarida, qui est un membre influent du Federal Open Market Committee, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir, à la fin 2022, réunion, convergence des critères, à la fois en termes d'emploi et d'inflation, qui conduirait peut-être à une normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire en d'autres mots, à un rétablissement, en tout cas une hausse très progressive des taux d'intérêt. Je signale aussi d'ailleurs que la Fed a commencé à réduire ses achats de titres, à la fois trésors et titres hypothécaires, dans le cadre de son quantitative easing. Alors la BCE, et quand on regarde les dernières déclarations de Mme Lagarde, sont beaucoup plus prudentes et beaucoup plus conservatrices, je dirais, puisque grosso modo, le forward guidance, le pilotage des taux, et que les taux d'intérêt ne vont pas bouger à un horizon prévisible, c'est-à-dire au moins de 3 ans. Et pour le moment, on ne parle pas, ou alors de façon, on est dans la dérivée seconde, peut-être de réduire les achats de titres. Donc tout ça, finalement, pourrait conduire à une conclusion provisoire qui serait de dire on est en phase d'un choc transitoire et mi-2022, tout rentre dans l'ordre et bien on passe à autre chose. Alors, c'est une vision un peu optimiste. On peut quand même avoir une analyse qui est un peu plus fouillée et qui conduirait à penser que c'est un choc plus persistant, des facteurs plus persistants qui conduiraient à une modification du régime plus durable d'inflation. Le premier, c'est que le premier critère, la première raison, c'est que on a tout lieu de penser que les prix d'énergie dans le phase de la transition climatique vont continuer d'augmenter assez fortement. On va dire ça, la tendance est parfaitement claire. Je veux dire, là aussi, il y a un consensus pour aller dans cette direction.
Le deuxième point, c'est que les contraintes d'offres restent sans doute assez persistantes. Lorsqu'on regarde, par exemple, un certain nombre d'observateurs pensent que la crise sur les semi-conducteurs, par exemple, ne va pas s'arrêter avant la fin 2022 ou la 2023. Et ce qui veut dire que les tensions risquent d'être assez fortes. Et j'aime bien ce graphique qui est tiré d'une dernière enquête de la Banque de France et qui montre que beaucoup d'entreprises en France, mais on pourrait avoir exactement la même chose sur l'ensemble de l'Europe, voire aux États-Unis, indiquent des difficultés très fortes d'approvisionnement. Par exemple, 80% actuellement des firmes automobiles estiment qu'elles sont contraintes dans leur production. Et on a vu des articles de journaux indiquant que dans certaines usines automobiles en Allemagne, certaines de ces usines fonctionnaient seulement à 30 ou 40% de leur capacité. Le rétablissement des chaînes de valeur, ce n'est pas presse-bouton, clairement, et il a été largement désorganisé pendant la crise. Et on sait que ça peut conduire dans ce cas-là à des hausses de coûts importantes, notamment liées ou peut-être liées aussi à des phénomènes de relocalisation qui conduisent à remettre un petit peu en cause la mondialisation et tous les effets d'optimisation des avantages comparatifs qui ont permis à une forte baisse des prix. Et donc, on a aussi, quand on regarde ça, finalement, une espèce de début de tension sur l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire corriger de la hausse des prix, des prix des matières premières, etc., des aspects les plus volatiles, comme le montre le graphique de droite. Donc, ce n'est pas encore très inquiétant, mais il y a bien une petite tension. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et ça, ce graphique est tiré du World Economic Outlook du Fonds monétaire international qui a été publié il y a une quinzaine de jours. Ce que l'on observe, c'est le graphique de gauche à la fois sur les pays avancés, le graphique du haut, ou les pays émergents, le graphique du bas. Il y a une espèce de stabilisation, ou en tout cas un retour à la normalisation de l'inflation. Mais qu'en revanche, quand on regarde les anticipations d'inflation, et on a beaucoup d'autres indicateurs qui vont dans ce sens-là, il y a à la fois une hausse des anticipations, plus ou moins forte selon les pays, plus forte aux États-Unis, par exemple, que dans la zone euro. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est l'augmentation des zones d'incertitude sur l'avenir concernant ces anticipations. C'est-à-dire que les entreprises et les ménages, en fait, ont de plus en plus de mal à déterminer quelle sera l'inflation dans le futur. Alors, on voit bien que là-dessus et sur ces questions, faut-il ou non s'attendre à des facteurs plus persistants, une inflation ou un changement de régime durable d'inflation. Évidemment, la variable clé, ça va être est-ce qu'on peut s'attendre à l'enclenchement d'une boucle prix-salaire qui a été parfaitement absente ou largement absente dans le passé et qui conduirait à corriger ou à rattraper les 20 ans observés dans les pays de l'OCDE où le partage de la valeur ajoutée a été très défavorable aux salariés, c'est-à-dire en fait où les gains de productivité ont été supérieurs aux salaires. On sait que les pouvoirs de négociation des salariés sont relativement faibles pour des tas de raisons que tout le monde connaît, mais précisément, on est dans une situation où ce pouvoir de négociation pourrait légèrement changer, ne serait-ce qu'à la marge. Et donc, ça, c'est une vraie question. Et on observe qu'aux États-Unis, par exemple, dans certains secteurs, les salaires ont récemment augmenté de 6, 7, 8% par an, que le revenu disponible brut, par exemple, lui-même augmente pas mal. Alors, dernier point, pour ne pas être trop long, évidemment, par rapport à cette situation et compte tenu de ces incertitudes, on peut se poser la question, quelles sont les réponses de politique économique? Alors, on peut aborder successivement la politique budgétaire et la politique monétaire. Sur la politique budgétaire, d'une certaine manière, les gouvernements ont un petit peu joué le rôle de, j'allais dire, de pompier pyromane. C'est-à-dire qu'en réalité, alors qu'il y a eu un choc majeur et temporaire, parce qu'en partie exogène, lié à la pandémie, il y a eu une espèce de compensation intégrale, voire plus qu'intégrale, dans certains pays. Et ce graphique que je trouve très intéressant et qui est tiré d'une dernière publication du Trésor
montre que les pays où il y a eu le plus de surcompensation, c'est-à-dire en fait où les dépenses publiques engagées ont été supérieures au choc économique ressenti par les agents économiques, hein, eh bien, ce sont les États-Unis. Vous voyez cette partie jaune ici montre qu'en réalité, aux États-Unis, il y a eu une très 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 forte surcompensation par l'action budgétaire et qui a continué avec Biden, mais qui avait déjà été amorcée avec Trump. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'économistes keynésiens, c'est-à-dire pas du tout suspects d'ultralibéralisme ou de classicisme, je pense en particulier à Larry Summers, qui a été conseiller d'Obama, de Clinton et de beaucoup d'autres responsables démocrates, sont extrêmement critiques vis-à-vis de cette politique de relance en disant quand on a un choc d'offres négatif et un choc de relance positif, ce n'est pas le moment où il faut mettre de l'huile sur le feu parce que dans ce cas-là, ça conduit inévitablement à l'inflation. Et donc, Larry Summers, normalement, dans un papier il y a deux jours dans le Washington Post, pousse un petit peu un cri d'alarme en disant on risque effectivement de passer avec des effets d'entraînement à un régime d'inflation qui serait du coup beaucoup plus difficile à contrôler. Sur la politique, toujours sur les aspects budgétaires, et il y a une espèce de, j'allais pas dire d'épée de Damoclès, hein, mais ce graphique pour la France montre le surplus d'épargne emmagasiné par les ménages à la crise Covid, en fait, qui correspond très simplement à un transfert des fonds publics vers les ménages, hein, dans le cadre de l'amortissement de la crise. Et on voit bien que jusqu'à présent, ce stock d'épargne, c'est-à-dire en fait, c'est une réserve énorme de pouvoir d'achat, pour le moment ne s'est pas vraiment dégelé, c'est-à-dire est resté sous forme d'épargne relativement théorisée pour des raisons un peu d'épargne de précaution, mais que s'il se dégèle, c'est-à-dire s'il se répand sur le marché des biens et des services, ça peut effectivement conduire dans ce cas-là à une forte inflation compte tenu des contraintes qui, elles, risquent d'être plus durables. Du côté de la politique monétaire, et ce sera mon dernier graphique, il y a une certaine divergence actuellement dans les approches monétaires, un petit peu moins entre la zone euro et la Fed, quoique il y a aussi des divergences là, parce qu'il y a une asymétrie à la fois dans les anticipations d'inflation et il y a aussi une petite asymétrie dans la façon dont les banques centrales considèrent le risque de retour de l'inflation. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Fed, on annonce ou on préannonce quelque chose qui serait un début d'esquisse de retournement de la politique monétaire dans le sens de la normalisation, alors que le signal, le forward guidance, le pilotage des taux de la Banque centrale européenne est extrêmement prudent. Et pour finir, et en une minute, la question on est un institut Jacques d'Europe, donc Jacques Delors et notre Europe, donc il faut finir par ça. La question qui se pose un petit peu, c'est quelles sont les questions pour l'Europe? Quelles sont les questions qui sont importantes pour l'Europe et la zone euro? Alors, la première question qui peut se poser, c'est qu'il semble qu'on ait un retour de la divergence des taux d'inflation dans la zone euro, hein, et on connaît l'aphorisme anglais, hein, one size doesn't fit all, c'est-à-dire qu'avec une politique monétaire unique, gérer des situations disparates est toujours compliqué. Voilà. Et ce qui se passe actuellement, c'est que comme c'est une inflation qui touche surtout les produits manufacturés, donc les pays qui sont spécialisés dans les produits manufacturés, et peu les services, donc très peu les pays qui sont spécialisés dans les services, on a une situation où le taux d'inflation en Allemagne est de 5 et le taux d'inflation en Grèce est de 1. On est à front renversé d'une certaine manière par rapport au risque d'inflation habituel. Il faudra gérer ça, première chose. Deuxième chose, il y a, et c'est lié à ce que j'ai dit avant, il y a un risque de tension au sein du Conseil des gouverneurs qui ne ferait que refléter certaines tensions au niveau politique, hein, au niveau des pays. On sait qu'en Allemagne, par exemple, le taux de 5% d'inflation commence à inquiéter beaucoup de gens et cette partie de l'opinion publique est assez influente. Évidemment, la politique monétaire, on est, comme tout le monde le sait, dans un régime très spécial de policy mix où on a une politique monétaire unique et des politiques budgétaires différentes, potentiellement divergentes. Et là, la question de savoir comment les politiques budgétaires, qui jusqu'à présent ont plutôt été dans un jeu « je compense » par distribuer du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas forcément
une très bonne chose, comme je l'ai expliqué dans la situation actuelle, mais avec des asymétries de part et d'autre et à l'intérieur de la zone euro. Comment la politique monétaire unique peut gérer effectivement des divergences potentielles entre politiques budgétaires. Autre difficulté. Dernière chose, j'ai évoqué tout à l'heure rapidement possible asymétrie de politique monétaire entre la zone euro et enfin l'Europe et les États-Unis. Et on voit bien que derrière ça, il y a des petits enjeux en termes évidemment politique, écart de taux d'intérêt et éventuellement effet sur le taux de change, notamment sur le taux de change entre le dollar et l'euro. S'il y a par exemple une normalisation de la politique monétaire de la Fed qui est plus rapide que celle de la zone euro, ça devrait conduire normalement à une appréciation du dollar, à une dépréciation de l'euro, et donc un risque supplémentaire d'inflation qui sera géré. Je m'arrête là et je te laisse la suite, Mathieu. Merci beaucoup pour votre présentation. On a reçu des questions, je vais en poser deux de la suite. Une série de questions en fait sur les disparités entre l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe. L'auditeur demande comment expliquer la forte disparité entre l'inflation à l'ouest et à l'est en Europe. La Hongrie, Pologne, Roumanie et République tchèque sont fortement touchées. Est-ce uniquement à cause des différences entre les économies et industries des pays de l'Union européenne? Alors, oui, non, c'est une question ultra pertinente parce que le sacrifice lié à la hausse de l'inflation ou le coût est sans doute différent. Les chiffres que l'on voit actuellement sur l'inflation dans les pays de l'Est sont assez impressionnants. Si on prend l'ensemble des pays d'Europe, l'ensemble des pays Europe centrale et Est, l'inflation est supérieure à 7% actuellement, contre 4% dans la zone euro. Et dans la zone euro, on devrait revenir assez rapidement vers des chiffres, comme le montre l'OCDE et le FMI, qui seraient plutôt aux alentours de 2,5. Donc voilà, et il y a des pays, je pense à la Roumanie en particulier, la République tchèque ou la Hongrie et la Pologne, qui sont très importants. Alors ces pays sont très dépendants de l'énergie. Il faut savoir que dans le panier de consommation d'un ménage roumain, l'énergie, par exemple, ça compte pour 17%, 17 ou 18%, alors que peut-être même plus, je crois que c'est aux alentours de 20%, alors que c'est 7 à 8%, par exemple, pour un ménage allemand ou un ménage français. Et donc là, il y a effectivement, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que la réponse en termes de politique économique ne sera pas forcément la même, mais en même temps, la capacité de répondre des différents États n'est pas forcément la même. En tout cas, effectivement, là, c'est une des questions qui se rattache au point que je faisais en conclusion, c'est-à-dire que cette crise d'inflation va se traduire par, sans doute, des hétérogénéités accrues au sein de l'Europe et de la zone euro. Et donc, il va falloir traiter ça avec deux instruments qui sont pas forcément faciles à gérer actuellement, des politiques budgétaires qui sont relativement saturées, parce qu'elles ont été énormément actionnées pendant la crise, et une politique monétaire qui ne veut pas tout faire, parce que c'est une politique monétaire unique qui n'a pas les capacités de diversification. Merci beaucoup. Autre question sur la hausse des prix de l'énergie. Que pensez-vous de la hausse du prix de l'énergie? Est-ce un indicateur qui impactera l'inflation à long terme, sachant que l'Europe a entamé une transition écologique importante? Alors, il y a deux éléments. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie de l'énergie. Je sais qu'à l'Institut Jacques Delors, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi là-dessus. Mais il y a deux mouvements contraires. D'une part, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une hausse séculaire sans doute des prix d'énergie liée à la transition, en tout cas des énergies fossiles, mais pas seulement, liée à la transition climatique. Et donc, ne serait-ce que parce que, notamment en Europe, mais pas seulement, l'impact de la taxe carbone va être de plus en plus important et commence déjà à impacter beaucoup le prix notamment du gaz, mais pas seulement. Et de toute façon, on va vers un régime où l'énergie va augmenter de façon séculaire. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il fallait quand même se relativiser ce point. Quand on regarde le prix du cours du baril entre 2012 et 2015, on était à 120, aujourd'hui on est à 70-80. Et les prévisions que j'ai indiquées tout à l'heure de l'FMI et de l'OCDE se basent sur des hypothèses de stabilisation qui sont pour le moment liées au futur sur les marchés du pétrole, qui valent ce qu'elles valent,
mais qui n'indique pas a priori et à très court terme d'envolée très forte du prix de l'énergie. Ça, c'est la deuxième. La deuxième chose, c'est qui va plutôt dans le sens contraire, c'est qu'en réalité, on va aussi vers des économies et une croissance qui sont plus économes en énergie. C'est-à-dire qu'en réalité, on va avoir un effet prix qui est positif. On devrait, si tout va bien, j'espère, avoir un effet volume négatif. Alors, quel est l'effet qui va gagner? Je pense que l'effet volume-prix va quand même plutôt être à la hausse quand on fait le produit des deux. Mais à nouveau, c'est le problème, c'est que, et si on revient à la question de l'économie européenne que tu évoquais tout à l'heure dans ta première question, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir des effets assez hétérogènes d'une situation globale où les prix de l'énergie, de façon séculaire, vont continuer à augmenter avec des effets de pouvoir d'achat qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays, avec des effets ou des demandes de compensation et de prestations sociales qui sont diverses d'un pays à l'autre. Peut-être que là, l'Europe, effectivement, aura un rôle à jouer au niveau central. Merci. Alors, comme on est à l'Institut Jacques Delors, une question très propice. L'absence d'une coordination d'ensemble des politiques économiques, en faisant référence à la métaphore des deux jambes économiques et monétaires, telle que dite par Jacques Delors, est-elle problématique pour envisager une gestion globale de l'inflation au sein de la zone euro? Oui, absolument. Enfin, les deux jambes, elles sont un peu boiteuses, malheureusement. Enfin, plutôt, les deux jambes étant inégales, on boite. Et c'est l'éternel problème d'avoir cette construction extrêmement originale, mais boiteuse d'une monnaie unique et de X, c'est-à-dire 19 politiques budgétaires, coordonnées de façon extrêmement lâche, on peut le dire, et en plus avec l'incertitude qui va se poser à nous, qui est quel régime de coordination va-t-on substituer au régime de règles budgétaires qui était notamment dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Il y a des idées, on verra si la présidence française de l'Union européenne a fait avancer un certain nombre de choses là-dessus. Il n'y a pas de consensus, on le sait, etc. Et donc la situation est claire, c'est-à-dire que pour le moment, en termes de coordination, sauf sur des points extrêmement précis, je pense à la politique de vaccination ou à un certain nombre d'autres choses, en termes de politique économique, on est quand même un petit peu, alors je vais être sévère, pas au point zéro, mais un point extrêmement faible. Or, la personne qui pose la question, je pense, extrêmement pertinente, parce que de plus en plus va se poser la question de quel type de coordination et quelle efficacité pourrait avoir une coordination des politiques économiques, surtout lorsqu'on va avoir tous les aspects de la transition écologique à gérer, lorsqu'on va avoir la sortie de crise avec des effets macroéconomiques et budgétaires qui vont être extrêmement différents et des situations de dette et de déficit public qui elles-mêmes sont très hétérogènes. Et donc, sans avoir pour le moment l'esquisse du début du nombre de solutions durables pour faire en sorte qu'on aille vers quelque chose, un régime plus solidaire, ce qui nécessitera plutôt sans doute des transferts accrus, mais des transferts accrus avec la compensation aussi, c'est qu'on arrive à s'entendre sur des règles de discipline qui permettent de rassurer ceux qui devront nous donner leur accord sur le transfert. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux dire? Alors, un petit peu pour poursuivre sur cette question, un auditeur demande que pensez-vous du débat sur la fin des politiques économiques accommodantes au niveau budgétaire et monétaire pratiquées par les banques centrales et les gouvernements jusqu'ici? Est-ce soutenable? Alors, pour le moment, honnêtement, je ne vois pas la fin des politiques budgétaires et monétaires accommodantes. Je commencerai par la politique monétaire. La politique monétaire, elle reste toujours extrêmement accommodante. Les taux sont à zéro, voire négatifs. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut appeler… Dans un régime normal, si vous ouvrez n'importe quel livre d'économie, vous verrez que lorsqu'une économie est en forte reprise, et donc on parle de reprise de 5 ou 6% avec des effets de rattrapage, bien sûr, cette année, et avec une inflation qui pourrait être de 3 ou 4%, donc ça veut dire avec une croissance du PIB nominal entre 7 et 8%, d'accord, et des taux zéro. Ça veut dire qu'on a des taux zéro, on a des taux réels, c'est-à-dire des taux nominaux corrigés d'inflation actuellement, violemment négatifs. Donc on est dans une phase, il faut rester conscient, c'est un fait, une phase de politique monétaire qui reste extraordinairement accommodante. Alors on sait bien ensuite que l'idée, c'est le signal qu'on donne, est-ce qu'on va durcir ou pas?
Je pense que les politiques monétaires sont un peu tétanisées pour deux raisons, hein, qui sont, ce que je vais dire, d'une banalité extrême. C'est que on est dans une phase où le taux d'endettement de beaucoup de gouvernements sont extrêmement élevés. Relever les taux d'intérêt actuellement pourrait les mettre en situation d'insolvabilité. Et ça, ce n'est pas la situation qu'on veut. En tout cas, ce n'est pas la situation que les gouvernements veulent, d'une part. Et d'autre part, on sait également aussi que les politiques monétaires ont nourri non pas de l'inflation dans le passé, mais des prix d'actifs, qu'ils ont généré sans doute des bulles ou certains types de bulles sur un certain nombre de marchés, le marché immobilier, le marché d'actions. Alors, c'est très difficile de savoir à partir de quel niveau de prix on peut parler de bulles, mais en tout cas, les prix sont élevés, c'est clair. Et que si on relève les taux maintenant, sans d'infinies précautions, eh ben, on risque d'avoir une implosion de ces bulles et d'avoir des effets d'instabilité financière extrêmement forts. Ça explique un peu pourquoi les banques centrales ont l'air un tout petit peu tétanisées lorsqu'on regarde leur communication, effectivement, voilà. Du côté budgétaire, pour le moment, je ne vois pas non plus de retour en arrière. C'est-à-dire, je ne vois pas de durcissement des politiques monétaires, certainement pas aux États-Unis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même les keynésiens sont un peu à front renversé, tendance à critiquer les démocrates. Et en Europe, où lorsqu'on regarde l'évolution des déficits structurels, sauf peut-être dans un ou deux pays, peut-être en Allemagne, où ça commence un petit peu à un petit reflux, mais en France, il n'y a pas de dégel du déficit structurel. C'est-à-dire, même au-delà de la correction, au-delà du jeu des stabilisateurs automatiques, on continue en fait d'avoir une politique qui reste extrêmement expansive. Donc peut-être que dans ce cas-là, c'est un sujet dont on va reparler en 2023 ou 2024. Mais en tout cas pour 2022, ce qui se projette, ce qui s'annonce, ce n'est pas du tout une restriction des politiques budgétaires et monétaires. Et là, il y a peut-être un petit peu la leçon du fait que après la crise financière, je pense à partir entre 2011 et 2014, certains disent qu'effectivement, on a resserré un tout petit peu trop vite ces politiques et que ça a conduit à, disons, entraver la reprise. Merci. Alors, je terminerai avec deux questions. Un auditeur demande, donc vous avez parlé des États-Unis, de l'Europe. Un auditeur demande quid de l'Asie. Quid de l'Asie, de l'inflation dans les pays asiatiques? Alors, c'est très intéressant, l'inflation en Asie, parce que je reviens à mon tableau, qui n'est pas très lisible, mais voilà. Et vous pouvez voir la partie droite? Oui. D'accord. Et ce que vous observez, c'est qu'il y a deux pays qui font exception. C'est-à-dire, il y a deux pays où, en réalité, il y a eu une baisse des estimations d'inflation, ça c'est les perspectives économiques de l'OCDE, hein, sont parues en octobre, par rapport aux perspectives de juin. C'est le Japon, hein, d'une part, et la Chine. Alors le Japon, c'est un pays extrêmement bizarre du point de vue de la politique économique et monétaire, car c'est un pays en réalité qui est en situation de quasi-déflation ou de très très faible inflation depuis 30 ans pratiquement, hein. Et donc, le Japon, il ne faut pas oublier, a une dette publique qui doit être de l'ordre de 250-260% de son PIB, hein, c'est-à-dire plus de deux fois le ratio que l'on connaît en France, par exemple, dans la zone euro, et encore plus aux États-Unis. Et la Chine, alors la Chine, c'est un autre point, hein. La Chine, c'est plus qu'il y a eu une décroissance, enfin une décroissance, bon, il n'y a pas une décroissance, il y a une très forte diminution actuellement de la croissance chinoise, et qui se traduit sans doute aussi par des effets inflationnistes à certains égards, puisqu'il y a des pénuries d'énergie en Chine, etc. C'est ce dont tout le monde parle. Mais pour le moment, en tout cas, la Chine, liée sans doute au fait qu'il y a une baisse d'activité liée à ses exportations et à son activité, n'est pas dans situation de forte inflation. Donc, il y a deux grosses exceptions dans la hausse et dans la poussée d'inflation dans le monde, je dirais, et pour s'en tenir aux grandes économies, hein, parce que si vous regardez l'Inde, par exemple, ils sont à 6%. Enfin, l'Inde est une grande économie, mais pas au niveau de la Chine. L'Indonésie, c'est plus raisonnable. Le Japon et l'Asie sont deux exemples assez spécifiques, hein, de ce que l'inflation, des exceptions, hein, à l'intérieur d'un monde, effectivement, qui est plutôt caractérisé par une poussée d'inflation. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. Vous avez donc décrit un scénario plutôt optimiste qui semble prévaloir aujourd'hui. J'ai décrit les deux scénarios, hein, je veux dire,
je suis assez, je pense qu'il faut être assez modeste et que pour le moment, il y a une grande situation d'incertitude pardon, je t'ai coupé. Non, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est bon, la Banque centrale européenne et les institutions européennes ont tendance à privilégier un scénario optimiste à ce stade, mais un auditeur Ouais. demande quelles seraient les réponses européennes si l'inflation se pérennisait en 2022, notamment au niveau de l'érosion du pouvoir d'achat qui risquerait de casser la croissance et la reprise. Alors, c'est une vaste question, évidemment, mais Alors là, quelles mesures pourraient être adoptées? c'est très difficile parce que, alors, à nouveau, hein, et très simplement et très rapidement, il y a un petit peu un dilemme du côté de la politique budgétaire parce que faire une politique de relance alors que vous avez un choc d'offres négatif qui peut durer et donc faire en grosso modo faire de la compensation, distribuer du pouvoir d'achat, etc. Eh bien, vous avez à peu près un résultat certain, c'est que vous allez encore faire davantage d'inflation. Et donc, vous allez avoir une spirale, vous faites plus d'inflation, vous êtes obligé de recompenser. Si vous récompensez, vous faites encore plus d'inflation. Tout ça, effectivement, est payé par la dépense publique. Vous rehaussez encore la dette publique. Et bon, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Et du point de vue monétaire, eh bien, je pense que il faudra que les responsables de politique monétaire, à la fois dans la zone euro, aux États-Unis, comme j'ai dit, ça a commencé à être le cas. Il y a un certain nombre de pays où les politiques monétaires commencent à se durcir. Hein. C'est, vous voyez, ici, les zones en grise ou en rouge, où il y a quand même l'idée qu'on va commencer, on prépare l'opinion et les marchés à une hausse des taux d'intérêt, hein, c'est-à-dire à une espèce de normalisation de la politique monétaire après une phase où elle était très, très accommodante. Ce n'est pas le cas de la zone euro, ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas le cas de l'Australie, etc. Mais donc, voilà, il faudra… Alors, il y a deux grandes composantes, on le sait, dans la politique monétaire. Hein. Il y a les taux. Hein. Donc, est-ce qu'on remonte et à quelle allure on remonte les taux d'intérêt sans casser à la fois tout à fait la dynamique du marché et sans rendre les politiques budgétaires et les dettes publiques insolvables, ce qui serait quand même pas tout à fait le moment. Mais il faut dans ce cas-là lancer un certain nombre de signaux, parce que derrière ça, il y a aussi un problème de réputation et de crédibilité des banques centrales. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est sur le quantitative easing, c'est-à-dire sur la politique d'achat de titres, à la fois de titres du Trésor ou des titres du privé. Hein, et est-ce que là aussi, on va un tout petit peu plus vite dans ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire en fait dans les réductions progressives d'achat, de façon à ce que la liquidité mondiale, qui reste extrêmement importante, soit mieux maîtrisée dans l'avenir. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre présentation. À tous les auditeurs, nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euro-question. On vous rappelle que l'enregistrement sera disponible dès cet après-midi et nous vous l'enverrons par mail. Enfin, le prochain Euro-question aura lieu le 1er décembre à 14h30 en présence de notre directeur Sébastien Maillard qui interviendra sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui débutera à la nouvelle année. Les informations d'inscription seront bientôt disponibles sur notre site. Nous vous remercions à nouveau d'avoir été parmi nous et nous vous souhaitons un très bel après-midi. Merci Pierre pour votre présentation. Au revoir. Salut.